Merci à vous d'être restés. Le but du jeu, là, c'est pas de conclure, hein, bien évidemment, mais c'est de continuer à envisager de se projeter d'une manière ou d'une autre, en s'appuyant sur les lumières de ce qui se confronte aujourd'hui à ces réalités, à ces parcs, sur notamment donc, la Loire-Atlantique, Saint-Brieuc, et puis du côté du Morbihan, et plus précisément de Belle-Île. Donc on va voir un peu quels sont les grands enseignements, les grandes leçons qu'il tire de cette dizaine d'années passées autour de ses projets, de son émergence, de sa mise en œuvre, de sa consolidation, de son exploitation, etc. Ce qui va se passer demain, là aussi, peut-être quelques précautions à prendre pour que on fasse tout simplement les mêmes erreurs que hier, par exemple. Ça peut être utile. Alors, je vous propose de démarrer avec donc Éole en mer et donc Adeline et Sophie qui vont nous pointer quelques observations sur le travail qu'elles ont mené. Je les laisse présenter un peu ce travail et d'où elles parlent en quelque sorte. Adeline ou Sophie, allez. Oui. Bonjour, merci beaucoup de nous inviter à cette table ronde là, finale pour la journée. Alors donc moi je suis Sophie Léonardi, je suis ingénieure à l'Ifremer, à l'UMR à Mur, et ma collègue Adeline Bas, chercheure en économie à l'UMR à Mur aussi, côté Ifremer. Et donc l'UMR à Mur, c'est une unité mixte de recherche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, appliquée à la mer et au littoral. Et donc, ce qui fait notre présence ici aujourd'hui, c'est effectivement le fait qu'on est impliqué dans un projet qui s'appelle Éole en mer. Donc, c'est un projet qui a pour ambition de jeter les bases d'un observatoire sciences, milieux, société pour suivre et analyser les interactions entre les parcs éoliens, les territoires et les milieux. Donc il s'agit en fait d'analyser dans toutes ses dimensions la politique éolienne en mer qui est à l'œuvre et dont les enjeux de justice sociale et environnementale. Donc pour ce faire, en fait, c'est un collectif d'une quarantaine de chercheurs, essentiellement en sciences humaines et sociales, avec aussi des chercheurs en écologie marine ou en sciences de l'ingénieur. Vous êtes financé par qui ? Donc on est financé par l'ADEME pour 4 ans. C'est un projet qui a commencé en février 2023. Et donc on est ravis de participer à cette table ronde pour tenter d'apporter, contribuer à l'éclairage ici qui se base sur nos travaux, donc nos premières observations et analyses qui ont été faites dans le cadre de ce projet Éole en mer, et en particulier dans sa première phase, les 6 premiers mois, où on a mené des diagnostics territoriaux sur 6 cas d'études, donc de parcs, dont les 3 qui sont cités ici, Saint-Brieuc, Belle-Île, Bretagne Sud et Saint-Nazaire, et qui consistaient en fait à retracer un peu l'historique de ces parcs à différents niveaux d'avancement, les controverses, les enjeux sur ces zones et les jeux d'acteurs, entre autres. Voilà. Alors, les enseignements sur au moins 4 volets. D'accord. Donc, effectivement, l'idée, là, c'est de vous partager quelques enseignements, quelques points saillants qui font plus ou moins quand même écho à ce qui a pu être dit aujourd'hui. Ça tombe bien. Donc, je commencerai, avant de passer le micro à ma collègue, plutôt des enseignements sur, on va dire, le volet pêche, mais pas que. Donc un premier enseignement qu'on souhaiterait partager ici, effectivement, c'est l'enjeu de la construction et du maintien de la relation de confiance dans le temps entre le secteur de la pêche et les différents interlocuteurs qui opèrent eux-mêmes à différentes échelles. En effet, on a pu en parler juste à l'instant avec Grégory Letroumaguet à l'atelier 1 sur la pêche, où effectivement cette relation de confiance, elle était présente au démarrage de la phase de développement du projet sur Saint-Brieuc. Et puis elle s'est érodée au fil du temps, liée à différents événements et dont notamment liée au phasage des travaux qui ne répondaient pas en fait aux recommandations et aux demandes des pêcheurs. Et donc ça aboutit effectivement à des manifestations de grande ampleur, une médiatisation de l'opposition des pêcheurs, ça n'a pas dû vous échapper. Et donc voilà, effectivement les pêcheurs ont eu à ce moment-là la sensation, et Grégory le disait tout à l'heure, qu'au démarrage du projet, ils étaient bien dans un processus de co-construction et de participer à la prise de décision, ce qui ne s'est pas traduit dans les faits dans la suite. Voilà, d'après leur dire. Donc ça, c'est le cas de Saint-Brieuc, mais nous, on étudie différents cas d'études, et donc on peut vous partager aussi des retours, notamment par exemple sur Saint-Nazaire. Donc là, il ressort, à contrario des entretiens qu'on a pu réaliser dans la phase de diagnostic territorial de notre projet, que le processus de concertation sur Saint-Nazaire a été exemplaire, avec un dialogue constant en fait, avec les pêcheurs, avec les acteurs de la pêche, et ce dès l'amont du projet. Et donc notamment un dialogue opéré avec les services
de l'État et le développeur notamment. Et ce qui a pu concourir aussi à cela, c'est le fait que le développeur se soit installé physiquement sur le territoire, à Saint-Nazaire, ce qui a à la fois rendu le processus plus fluide et qui a permis aussi d'assurer une continuité des interlocuteurs au cours des différentes phases du projet. Voilà. Alors, le troisième territoire, donc c'est Belle-Île ou encore Bretagne Sud, AO5. Enfin voilà, les différentes appellations pour que tout le monde s'y retrouve. Donc, il est sans doute encore un peu tôt là pour se prononcer sur ce site, sur ce parc, voilà, puisque les lauréats ont été identifiés il n'y a pas si longtemps. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que l'histoire est longue, puisque avant le parc commercial, il y avait quand même le projet de ferme pilote sur Groix-Belle-Île, et que finalement, ce dialogue avec la pêche, il a été présent dès le démarrage de ce projet de ferme pilote, et qu'il continue de se poursuivre. Ce qu'on peut souligner, ce qu'on a, nous, retenu aussi de nos travaux sur le terrain, c'est que le secteur de la pêche a d'ailleurs joué un rôle a été proactif, il a joué un rôle important dans la mise en place de ce dialogue avec les services de l'État et le lauréat FEFGBI à l'époque. Et donc, voilà, avec notamment l'officialisation de son partenariat via une convention avec la maîtrise d'ouvrage, etc. Donc, en fait, Karine Besse parlait de gouvernance locale ce matin, que c'était ressorti aussi du débat public comme un besoin. On en parlait encore tout à l'heure dans l'atelier 1 sur la pêche. Et bien là, certes, c'est une gouvernance peut-être avec un nombre réduit d'acteurs, mais on peut voir que sur certains terrains, sur certains cas d'études, il y a la mise en place de ce genre de gouvernance locale qui fonctionne et qui permet aussi de disposer pour les acteurs de la pêche, entre autres, d'une transparence en fait sur le déroulé du projet, sur l'avancée du projet, et qui leur permet d'être réactifs et de mettre en avant leurs besoins et leurs contraintes et d'anticiper les éventuelles difficultés. Voilà pour le premier enseignement. Alors, je pense que chacun, que ce soit Patrick Pirrat ou Stéphane, pourront revenir sur ces points particuliers de la concertation et de la forme de gouvernance locale qui ne dit pas toujours son nom. Ils y reviendront dans le détail. Deuxième, peut-être enseignement environnemental, Élodie ? Adeline. Ou Adeline. Pas de problème. Sur sur les aspects environnementaux, on avait et paysages en fait. On a aussi des choses sur le paysage. On voulait souligner 2 points. Le premier point, c'est il ressort des différents entretiens qu'on a pu mener et des perceptions des habitants, des riverains, qu'il faudrait faire évoluer les outils et les approches pour évaluer l'impact paysager dans les études d'impact, parce que à l'heure actuelle, dans les cas des études d'impact, c'est surtout la vue qui est mobilisée, l'impact visuel au travers de photomontages, et que l'on voit que l'impact paysager ne peut pas se réduire au seul impact visuel. Cela fait appel à de multiples sensorialités, de multiples dimensions, comme l'imaginaire, la côte sauvage du Croisic, l'horizon vierge de Belle-Île, à une dimension mémorielle, les plages de débarquement à Courseulles, et également à une dimension plus artistique, culturelle, liée aux peintres de paysages de Fécamp, par exemple, ou de Belle-Île. Et donc, je pense qu'Élodie pourra en parler. Et donc aujourd'hui, voilà, ces outils de photomontage ne permettent pas de saisir toute l'entièreté des caractéristiques de l'impact paysager. Le deuxième point lié à l'environnement qu'on voulait souligner, on en a déjà parlé pas mal en fait aujourd'hui, c'est que on est encore dans une phase d'incertitude sur la réalité des impacts environnementaux. Alors, il est vrai qu'à nos places se sont succédés différents intervenants qui ont pu parler de retour d'expérience, d'études, etc. Néanmoins, on voit qu'il y a encore malgré tout des zones d'incertitude et de débat. On est dans une situation paradoxale où les parcs ont permis d'avoir une multitude de connaissances sur des zones qui étaient peu connues, sur des espaces peu investigués. Il y a aussi de nombreux projets de recherche. Néanmoins, on voit toujours qu'il y a débat au sein de la société sur la réalité de ces impacts, que les suivis actuels des parcs en exploitation vont permettre d'objectiver les impacts en France, si on arrive à isoler l'effet du parc de différentes pressions anthropiques et notamment du changement climatique, ce qui n'est pas évident. Je voulais juste ici souligner 2 études. Une première qui est l'ESCO, une expertise scientifique collective qui est actuellement en cours, portée par le CNRS et par Ifremer, pour faire un état des lieux de la littérature scientifique des impacts de l'éolien en mer sur le milieu marin, sur les écosystèmes, avec dans la perspective de voir ce qui est transposable au cas français. Malheureusement, cette étude, elle est en cours. Les résultats arriveront fin 2025, donc il va falloir attendre encore un peu. Et la deuxième étude que je voulais souligner et qui a déjà été mentionnée, je crois, par Lucie Trula, est une étude financée par l'Observatoire national de l'éolien sur un retour d'expérience sur les mesures ERC qui ont été mises en place dans les parcs éoliens
en Europe du Nord. Cette étude devrait être prochainement publiée sur le site internet Éolien en mer. Et ces études, cette compilation sur la réalité des mesures ERC mises en place dans les parcs offshore nord-européens aboutit à finalement il est difficile d'avoir un consensus sur les effets de l'éolien. Sur le benthios et les poissons, les rapports des monitorings souvent concluent à l'impossibilité de conclure sur les effets. Et puis, cette étude montre également que la transposabilité des retours d'expérience d'une zone à l'autre est délicate, même si on connaît bien la sensibilité des espèces, par exemple les oiseaux au risque de collision. Donc voilà ce que l'on voulait souligner pour les aspects environnementaux et paysagers. Ok, je pense que mes voisins vont réagir à ces propos. Sur le plan, on y va tout de suite, sur le plan économique, le volet économique de... Alors, économique, là, on avait un point à soulever, pareil, qui ressort de nos entretiens. C'est le fait qu'il faudrait encore faire la démonstration que la filière est pourvoyeuse d'emplois, mais d'emplois locaux. La phase la plus pourvoyeuse d'emploi est la phase industrielle, avec les usines notamment, qui sont situées, donc, comme ça l'a été souligné, du côté de Saint-Nazaire ou en Normandie, au Havre par exemple, ou à Cherbourg. Évidemment, pour des logiques économiques, on ne peut pas multiplier toutes ces usines sur tous les territoires. La phase qui produit, entre guillemets, le plus d'emplois locaux, pérennes, durables dans le temps, c'est la phase d'exploitation et de maintenance. Néanmoins, ça reste un nombre limité d'emploi. Voilà, donc c'est pour ça que la question de l'emploi local est encore à démontrer. Même si je crois pouvoir le dire, Christophe Chabert a essayé de montrer que sur un plateau comme Brest, il y avait des enjeux emploi relativement conséquents et relativement importants. Vous aurez la possibilité de corriger évidemment ce propos, mais c'est une dimension évidemment importante. Quatrième volet, je crois, aussi intéressant et qui nous concerne, nous, Conseil de développement, c'est le volet participatif, concertation, démocratie participative. Ouais, c'est un point qui est d'intérêt majeur pour le projet Éolien en mer, sur cet aspect de gouvernance, en fait, plus généralement. Là, je voulais souligner 3 points. Le premier, c'est qu'il y a besoin de tenir compte du temps long pour que l'apprentissage se fasse entre cette nouvelle technologie qu'est l'éolien en mer et les territoires concernés. On voit bien aujourd'hui qu'on a une tension entre l'injonction d'aller vite, de planifier, d'accélérer pour aider une filière à se construire, à se projeter, à investir et pour aussi atteindre l'objectif de neutralité carbone. Et en même temps, il faut néanmoins prendre le temps d'articuler cette nouvelle techno qui est totalement nouvelle pour les personnes, les riverains, le grand public, avec ces territoires. Et voilà, il y a une petite tension temporelle actuelle là-dessus qui conduit aussi à des défauts et des problèmes d'acceptabilité. Le deuxième point que je voulais souligner, c'est un enjeu de démocratie participative à une échelle locale vis-à-vis de la définition et de la mise en œuvre de la politique énergétique. Là, je m'explique. Il ressort des différents débats publics qui ont eu lieu sur les 16 parcs précédents et sur le dernier débat public, la mer en débat, le fait qu'il y a un désir des habitants des territoires littoraux à prendre part aux modalités de la politique énergétique nationale, de prendre part, de discuter, de débattre sur finalement le choix énergétique, le mix énergétique territorial. Et ça, c'est un point qui revient souvent, même s'il existe des arènes de discussion, de concertation qui sont mises en place au niveau national, mais qui ne percolent pas, qui ne descendent pas sur les territoires. Je pose aussi ici la question de la démocratie participative locale dans un contexte où il a été rappelé que d'ici à 2035, il n'y aura pas de débat public sur les territoires, sur chaque territoire où seront installés les parcs. Le troisième point que je voulais souligner, je m'arrêterai là, c'est le fait le besoin ou un enjeu finalement de continuité de la concertation tout au long de la phase du développement des projets. Pour les parcs du premier appel d'offres, cela a été un temps long, d'environ 10 ans. On a pu voir à Saint-Nazaire que le processus semble avoir été exemplaire de concertation pour les pêcheurs, mais pas que, pour l'ensemble des parties prenantes. À Saint-Brieuc, on a pu noter une période de latence de la part de l'intervention de la région pour accompagner le volet territorial. Ils ont été moins présents. Ils se sont ensuite rattrapés, entre guillemets, en mettant en place une intercommission auprès des élus bretons, de manière à permettre à ces élus bretons d'avoir de la connaissance et de comprendre les enjeux autour de l'éolien en mer.
Et puis la région Bretagne a aussi mis en place un fonds qui s'appelle IBREZ, financé par Elmarine, qui vise à mettre en place des projets, des actions territoriales dans le domaine de la pêche, de l'environnement et puis du développement économique. Modalité qui a été reprise, si je ne me trompe pas, dans les cahiers des charges des nouveaux appels d'offres. Donc, d'où l'importance en fait d'avoir une concertation continue dans le temps, une présence dans le temps de différents acteurs. Merci Adeline, je crois que c'est à la fois très synthétique, très clair, et ça légitime l'organisation de notre journée d'aujourd'hui et celle à venir. Juste avant, c'est quoi vos travaux pour les 6 mois ou 3 ans qui viennent? Il y a des choses déjà d'engagées ou... Oui. Alors donc là, on nous a beaucoup parlé de la phase de diagnostic territorial. Il y a d'autres travaux qui sont engagés, sachant que c'est un énorme projet du point de vue en fait des sciences humaines et sociales. Il y a beaucoup de thématiques analyses en cours sur l'emploi, sur l'impact sur le prix de l'immobilier, sur l'évolution du tourisme, sur la question du paysage et sur la question de la fiscalité éolienne pour les communes, et également des analyses qui sont plus portées sur la gouvernance, mesures territoriales, mobilisation sociale, et j'en oublie certainement. Et la pêche. Ah, pardon, évidemment la pêche. Évidemment. Bon, ok, je pense qu'on se rappellera de tout ça. Je propose qu'on revienne du coup sur les dossiers plus intrinsèques. Donc, Stéphane Alain est un peu le local de l'étape, pardon, j'ai oublié de l'éteindre. Il est quimpérois. Et il chaperonne Iberdrola du côté de Saint-Brieuc. Quels enseignements après toutes ces années finalement au service d'un projet qui va encore se prolonger sur quelques années, j'espère. Quels enseignements vous tirez ? Oui, on espère aussi que ça va produire pendant 25 ou 30 ans, puisque c'est ce qui a conditionné l'investissement de 2,4 milliards sur le projet de Saint-Brieuc. L'exercice que tu proposes est très contraint, donc je vais essayer de condenser le propos parce qu'on est plusieurs à parler. Tout d'abord, sur l'environnement, ça a déjà été dit, on n'a jamais aussi bien connu la baie de Saint-Brieuc que depuis que le parc est en développement. On a fait énormément d'études de suivi, mais on a fait aussi énormément d'innovations. Mesure du bruit sur les coquilles Saint-Jacques, télémétrie, radar haute définition, caméra haute définition pour les mammifères marins, du radar pour les oiseaux. Enfin, on a fait énormément de choses et ça fait travailler une communauté qui est en même temps universitaire, scientifique, mais aussi des associations locales d'environnement qui ont ce savoir d'expertise. Et tout ça est mis en même temps. Aujourd'hui, le défi pour l'État, c'est l'ensemble des parcs qui ont été construits ont amené une somme phénoménale de données qui doit être traitée par l'Observatoire de l'éolien en mer. Il y a des tas d'années de recherche pour vous inquiétez pas. Mais surtout, il faudrait... Combien sont jeunes ? Il faudrait traiter pour en tirer les meilleures leçons pour l'avenir. Et ça, c'est un challenge qui concerne aussi bien l'industrie que les autorités et les locaux. Au niveau de l'industrie... c'est une industrie qui est en même temps internationale, européenne et en même temps extrêmement locale. Les premiers parcs ont fait en fait une mise à l'étrier des premiers industriels, en particulier au niveau régional. Et donc il y a eu des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Des mauvaises surprises parce que par exemple quand Navantia, l'Espagnol qui travaillait pour nous à Brest, a eu besoin de 387 soudeurs, on les trouve où ? Et en plus, ce n'est pas de la soudure habituelle, c'est de la soudure qui nécessite des certifications très particulières parce qu'on met des pieux dans le sol sous-marin pendant 30 ans sous contrainte de courant, de corrosion, etc. Et donc, il faut un accompagnement. Et là, les régions qui ont en charge la formation ont un accompagnement à faire pour amener les PME au niveau attendu par l'industrie. Et une fois que ces certifications sont obtenues, on peut les faire en France, mais on peut les faire à l'international. Et ça, c'est facile à dire, mais ce n'est pas toujours facile à faire. On a quand même des success stories. Aisea, entreprise basque qui fait l'accastillage des mâts, elle s'installe à Brest, elle fait les mâts de Saint-Brieuc, et puis finalement elle fait ceux de Dieppe, et puis elle fait et puis finalement ils ont 40 emplois bretons qui sont installés sur le polder et qui vont continuer, on l'espère. Donc pour nous, industrie, le respect du calendrier par l'État, c'est primordial. Donner cette visibilité, et je pense que les élus ont besoin aussi de cette visibilité. Cette visibilité à moyen et long terme, c'est crucial, plus que les critères de « il me faut tant d'emplois à Trémioc », parce que je suis Trémioc en fait, mais bon, plus que ça, ce qui nous importe, et c'est de donner de la visibilité pour que
les carnets de commandes des PME soient remplis, et c'est ça qui va assurer qu'il y ait de l'emploi en local, en tout cas de notre point de vue. La formation, on a créé des choses pour Saint-Brieuc, Saint-Nazaire en a créé d'autres. Là aussi, les régions ont un rôle d'arbitre un peu. N'allons pas créer les mêmes choses un peu partout. Il faut concentrer. On est dans une industrie qui a une concurrence mondiale. Moi, j'ai été formé à Saint-Malo et à Dunkerque. Je peux aller sur n'importe quel champ dans le monde. Donc, on a des choses à faire. Et là, il faut aussi se donner les moyens d'avoir les bonnes formations au bon moment. La gouvernance, c'est compliqué. J'ai une bonne nouvelle pour Dénes. Oui, il attendait. Ton vœu est exaucé. En fait, il existe déjà une gouvernance dans les parcs. Les parcs ne sont pas des lieux de non-droit. Il y a les comités de gestion et de suivi qui se réunissent 2 fois par an sous l'égide du préfet. Il y a l'instance de concertation et de suivi où l'ensemble des élus sont invités. Il y a des conseils scientifiques. Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que les choses ont évolué. Ces instances, elles sont un petit peu figées. Et donc, il va falloir les rénover, les réajuster, les remettre au goût du jour. C'était valable pour le développement et la construction. Aujourd'hui, on est en exploitation, par exemple, à Saint-Brieuc. Et vraisemblablement, il y a encore là des choses à améliorer pour qu'il y ait plus de fluidité et qu'on puisse y amener plus de concertation. Ce qui tue nos projets, c'est la durée. Saint-Brieuc, 12 ans de développement. C'est intenable. En Angleterre, c'est moins de 6 ans. Donc il faut aussi qu'on accélère parce que l'adhésion de la population, les efforts de pédagogie, ils sont perdus au fur et à mesure que la durée est trop longue. Donc il faut être capable, une fois qu'on a expliqué comment les choses et que la population commence à y adhérer, il faut être en capacité de mettre en œuvre. Pour le parc de Saint-Brieuc, sondage, 82% des Bretons étaient pour, 71% des costarmoricains. Il n'y avait donc aucun souci. Et puis enfin... moi, je voudrais terminer en disant qu'on a des opportunités en Bretagne et puis sur les communes littorales. Les conseils de développement, c'est important parce que c'est vous aussi qui transmettez aux élus de terrain les besoins, les volontés et surtout les opportunités, les envies d'avenir. Il me semble que l'énergie en mer, et en particulier l'éolien en mer, peut faire partie de ces énergies d'avenir, ces envies d'avenir. Et la question pour nous, ici, par exemple, en Cornouailles, c'est qu'est-ce qu'on veut ? Il n'y aura pas des usines comme au Havre partout. Est-ce que c'est mieux d'avoir une grosse usine ou est-ce que c'est mieux d'avoir 40 PME de 100 personnes qui travaillent au niveau international ? Quand on fait le compte, des fois, c'est pas mal aussi. Donc, il faut qu'on travaille tous en ce sens pour y arriver. Peut-être dernière question, l'avenir, les grands défis pour demain, c'est quoi pour vous, Iberdrola, à Saint-Brieuc ? Alors les grands défis pour Saint-Brieuc, c'est de continuer à faire l'ensemble des suivis environnementaux pour faire la preuve que ce qui avait été prévu est en train de se réaliser et qu'on n'a pas d'impact. Et le défi pour nous, on est toujours en attente d'un port de maintenance à Saint-Quay-Portrieux. On va bientôt inaugurer notre base de maintenance. C'est 80 emplois pendant 25 ans sur le territoire. Bon, ça s'appelle une vie. Hein. Donc pour nous, c'est de pouvoir recruter l'ensemble des personnels et de faire que finalement maintenant le parc rentre dans le paysage. Il y a déjà des vedettes touristiques qui font le plein l'été. Je crois qu'au fur et à mesure... On m'a dit qu'il y avait beaucoup de monde même. Il y a eu beaucoup de monde, quasiment 10 000 visiteurs. C'est à peu près la même chose à Saint-Nazaire. Et donc pour nous, c'est tout simplement de finir notre intégration qui depuis plusieurs mois et plusieurs années maintenant se fait au mieux. C'est ça notre challenge, et de continuer pour donner l'exemple avec les autres pour développer cette filière. On peut parler d'une acceptabilité au sens large du terme, d'un projet contesté parfois au départ ? Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension de part et d'autre. Il y a eu aussi une politisation du débat à un moment. Enfin, je veux dire, on était dans une phase de vie du projet, dans un contexte politique européen, Brexit, Covid, et puis quelque chose de nouveau qui a fait qu'il y a eu des incompréhensions. En plus, on ne peut pas taper sur le Brexit. Par contre, taper sur un développeur de projet, c'est plus simple. Il y a quelqu'un en face. Je crois qu'au fur et à mesure, quand même, et la guerre en Ukraine a malheureusement montrer les limites de notre système énergétique, a fait que finalement gagner en production d'énergie locale, c'est finalement un bien pour les uns et pour les autres. Et donc je crois que cette acceptation, elle commence à être largement partagée par nos concitoyens. Merci Stéphane. On va faire une petite descente vers le sud et donc Élodie Martini-Cousty, vous allez nous expliquer un petit peu votre regard issu de plusieurs années d'observation, à la fois au travers de l'association de valorisation du patrimoine morbihanais, je la fais un peu court mais vous allez nous dire,
Quel regard vous portez un peu sur ce qui s'est joué sur ces sites de Bretagne Sud? Alors, avant de parler des sites de Bretagne Sud, je voudrais quand même dire que le cas de Belle-Île n'a rien à voir avec les parcs de Saint-Brieuc et de Saint-Nazaire, parce qu'ils ne font pas partie des mêmes appels d'offres et de la façon dont étaient construits ces appels d'offres. Saint-Brieuc et Saint-Nazaire, c'était un site, un développeur, et après, en gros, démerdez-vous pour faire du consensus et avancer pour développer votre projet. Et c'est là où, d'ailleurs, les associations de France Nature Environnement se sont investies beaucoup aux côtés des développeurs pour les faire monter en compétences environnementales. Belle-Île, c'est différent. Belle-Île, ça arrive après la loi ESSOC, qui définit qu'on va faire plusieurs parcs dans des macrozones. Et premier parc éolien flottant, alors que Saint-Nazaire et Saint-Brieuc, c'est du posé. Permis enveloppe, donc ça doit suivre dans le temps, le projet doit se faire coûte que coûte, avec, si les technologies s'améliorent, la possibilité de ne pas forcément refaire des études, etc. Et puis, un dérisquage État. Et en fait, le parc éolien, le projet de parc éolien flottant de Belle-Île, il est arrivé avec toutes ces promesses de l'État. Donc, nous, on s'est organisés, les associations environnementales et patrimoniales, bien sûr, pour participer au débat public, comme on a participé aux 12 années de débat public précédents sur les autres parcs tout au long du développement des parcs. Et on est arrivé avec une surprise et vraiment une envie de participer. C'est que pour la première fois, sur les autres parcs en Normandie et ailleurs, il y avait eu des recours très importants des associations patrimoniales pour montrer, et vous en avez parlé tout à l'heure, Madame Bas, que les pouvoirs publics ne prenaient pas en compte les enjeux paysagers. Là, on était sur du flottant, et là, l'État, pour la première fois, dans son document du maître d'ouvrage, avait mis une carte des enjeux paysagers considérés comme forts sur Belle-Île. Et la macrozone, soumise à concertation pendant le débat public, permettait de prendre en compte ces enjeux paysagers, dont je rappelle que le paysage est une politique publique nationale depuis 1902, renforcée par la loi de 1930 sur les sites classés. Et toute la côte de Belle-Île, côte ouest notamment et côte nord, ce sont des sites classés de la loi 1930 pour leur beauté, pour leur grandeur et leur ouverture vers le large, etc. Donc on a participé à cette concertation et à ce débat public très important, malgré le fait que, si vous vous en souvenez, on était dans les périodes Covid, donc c'était un peu visio, enfin surtout beaucoup visio et un peu présentiel. Mais voilà, on a fait le job. On a fait aussi le job de proposer, pour que l'ensemble du public comprenne mieux les enjeux de développement d'un parc, un outil qui s'appelle l'éoloscope offshore et qui permettait à tout un chacun, qui était pour, contre ou qui n'avait pas d'avis, de comprendre comment en France on arrive à développer un parc éolien et comment est-ce qu'il faut, quels sont les sujets qu'il faut prendre en compte. Et pour ensuite, à la fin du débat, se faire un avis. Donc là, on a travaillé sur tous les sujets, bien sûr, mais quand est arrivé enfin un atelier cartographique pour décider au sein de la macrozone qui était soumise à concertation où est-ce qu'il valait mieux mettre les parcs éoliens flottants, 95% des réponses ont eu lieu vers le large de la zone et plutôt au sud, 95%, c'est-à-dire les énergéticiens pour la plupart, le comité des pêches des Pays de Loire, toutes les associations environnementales et du paysage et les principales associations ou membres du public qui avaient répondu. Et puis, le débat se termine et on voit arriver, quelques mois plus tard, le débat se termine au mois de janvier, si mes souvenirs sont bons, et en mai 2021, on voit arriver la décision de la ministre. Paf, vous aurez le parc à cet endroit-là, une zone qui n'a été décidée a priori par personne sur les cartographies, sauf par
le comité des pêches de Bretagne et sans doute le comité des pêches du Morbihan, qui avait précédemment réfléchi à cette zone. Pourquoi ? Eh bien, on l'a su après, parce qu'en effet, à cette zone-là, il y a un plateau rocheux où ils pensaient qu'on allait pouvoir ancrer les éoliennes de façon plus facile sur un plateau rocheux plutôt que sur la grande vasière, et surtout dans une zone où peu de pêcheurs du département vont pêcher. En revanche, les pêcheurs des Pays de Loire y vont. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on est arrivé... C'est quoi, sentiment de trahison, clairement ? C'est un sentiment que, de toute façon, on l'a su après ce grand débat, qui était très, très fourni, c'est qu'on l'a su après que la décision avait été prise quasiment 3 ans avant la décision ministre. C'est-à-dire qu'en mai 2018, la décision a été prise en conférence régionale de la mer et du littoral de Bretagne que cette zone-là, en gros, serait la bonne zone. Or, il n'y avait pas que les Bretons à discuter de cette zone, il y avait aussi les Pays de Loire. Et on parle de façade nord-atlantique Manche-Ouest. Donc, il fallait absolument mieux travailler le sujet. Et surtout, ça ne répondait pas à 95% des demandes qui étaient issues du débat public. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est devant cette décision de la ministre, qu'on peut comprendre. Au bout d'un moment, les ministres, il faut bien qu'ils prennent des décisions. Eh bien, il y a un recours juridique au Conseil d'État. Il y en a même 2. Un d'associations environnementales et patrimoniales et de pêcheurs, et un deuxième du Conseil départemental 56. Parce que ce qui est aussi assez étonnant, c'est que l'État organise des grands débats, ce qui est très bien pour parler de ces enjeux éoliens. Mais on n'y voit pas forcément toujours beaucoup les élus. Et là, les élus du 56 et les élus de Belle-Île, ils n'ont pas participé vraiment à ce débat. Ils se sont dit, on va venir nous concerter, nous, parce qu'on est des élus. Mais ils n'ont pas profité de ce débat pour dire ce qu'ils avaient à dire et comprendre les enjeux. Donc, ils sont intervenus après, trop tard, quand la zone était choisie. Et donc, ils ont essayé de faire modifier la zone, sachant qu'il y a un deuxième parc derrière qui doit venir s'installer. C'est la Audi, si mes souvenirs sont bons, et l'appel d'offres va être lancé incessamment sous peu. Et donc là, on se retrouve dans une situation où on a, nous, poussé l'État à faire des progrès via des lois, la loi ESSOC, pour essayer de faire en sorte que quand le grand public et les acteurs concernés s'expriment, il puisse y avoir des points de consensus pour essayer d'avoir une acceptabilité sociale d'éloignement des parcs, surtout flottants, qui peuvent s'exonérer justement de la profondeur pour aller plus au large. On est dans un site absolument incroyable qui sont les côtes au large de Belle-Île, et on a une décision qui ne correspond pas du tout à ce qui a été demandé à l'issue du débat. Recours attendu voilà. à quel calendrier ? Là, si vous voulez, c'est simple. Le choix de Pénavel a eu lieu quand il y a quelques mois. Après, ce sont des délais juridiques, des délais administratifs qui courent. Donc, les associations, en tous les cas, qui font ce recours, ont déjà saisi le Conseil d'État. Et ensuite, le Conseil d'État rendra sa décision, je pense, pendant que l'autre l'appel d'offres 10 appel d'offres sera déjà lancé. Et ce qui est très dommage, c'est que là, l'État devait aussi dérisquer la zone, donc c'était l'objectif aussi de la loi ESSOC, c'est de dire on va dans une zone où il n'y a pas d'enjeu fort, à la fois de biodiversité et de paysage, justement pour ne pas prendre de risques juridiques. Eh bien, il s'est complètement planté. Donc, si vous voulez... moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on pouvait avancer très vite. On avait fait des progrès par rapport aux autres débats publics qui avaient lieu sur parc par parc, etc., tout le long de la côte normande, notamment. Et que là, en fait, on s'est retrouvé avec une situation qui est la pire. Pas de visibilité pour les développeurs, des gens qui habitent Belle-Île et qui, socialement... et sont tristes de voir qu'on ne les a pas écoutés. Nous, les associations environnementales,
et du patrimoine, on ne comprend pas ou on comprend que trop bien la part qui a été faite à ceux qui finalement ont été entendus. Et on trouve ça très dommage que les choses se passent comme ça. On espère que les suites du débat qui viennent d'avoir lieu avec la maire en débat vont nous permettre de déminer certaines situations, parce qu'on ne peut pas accepter aussi, sachant que climat et biodiversité doivent être pris exactement au même niveau d'importance, qu'on nous colle des parcs dans des aires marines protégées, alors qu'on a fait le travail avec les énergéticiens il n'y a pas très longtemps. On sait qu'on peut trouver 50 zones de développement de parcs éoliens en dehors de toute aire marine protégée, et la plupart loin des côtes. Merci Élodie, ça a le mérite d'être clair. Patrick, on va redescendre encore un petit peu. Bon, je pense qu'il y a des gens qui sont assez d'accord avec vous. Patrick, merci d'avoir fait le déplacement de Loire-Atlantique pour éclairer les Bretons que nous sommes. L'expérience de Saint-Nazaire, vue de votre expérience, ça donne quoi? Bonsoir tout le monde. L'expérience de Saint-Nazaire, c'est... On a le retour d'expérience, on va dire maintenant. Ça fait 3 ans. On rentre dans la 3e année d'exploitation du parc. Moi, ce que je retiens déjà, la première chose, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de mort. C'est un challenge de construire un parc. Et puis, ça veut dire qu'il aurait pu y en avoir? Ah oui, bien sûr, c'est très risqué. Voilà, c'est un métier en mer. Installer des pales à 130 mètres de haut avec 40 km/h de vent, essayer d'aller et faire un tour, vous verrez, ça bouge un peu, quoi, c'est un peu compliqué. Tout ça pour dire que les gens industriellement ils sont professionnels. Il y a vraiment eu un travail énorme de fait. La deuxième chose aussi, le retour qu'on a, c'est quand même c'est de la sécurité pour beaucoup de gens. Il y a eu la sécurité dans le cadre du parc, mais maintenant il y a des gens qui vont naviguer autour du parc. On a eu 166 km/h de vent là. C'est un record depuis 25 ans. Tout le parc est tenu. Et puis, ça permet, c'est un ensemble de radars, c'est un ensemble d'informations. Ça permet à des plaisanciers qui sont un peu en déroute, il y en a eu quelques-uns au cours de cette année et l'année d'avant, de trouver des refuges auprès de gens qui sont des gens de mer, quoi. C'est vraiment... Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de mer. C'est vraiment particulier quand même, cet esprit de la mer, cette connaissance de la mer, ce travail à la mer. Et le monde de l'éolien, c'est ça aussi, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Sur l'aspect visuel, je confirme. Très mauvaise surprise entre les photos qu'on nous avait montrées et la réalité. La réalité est beaucoup plus impactante. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est impossible de photographier parce que vous avez des phénomènes météo qui font que des jours, on ne les voit pas. C'est quand même assez souvent, il faut le dire, à Saint-Nazaire. Il y a quand même un paquet de jours dans l'année où on ne voit pas les éoliennes. Et puis il y a d'autres jours, on les voit, on a l'impression qu'elles sont dans la cour. C'est l'effet du Mont Blanc en montagne où ça prend des proportions incroyables. Après, quand on discute, il y a un phénomène d'habitude. Et quand on discute avec les jeunes, eux, ils ne les voient plus depuis. Elles font déjà partie du territoire. Donc vous voyez, c'est difficile cette approche par la photographie, parce que c'est très individuel en fait cette perception, et elle dépend des jours et puis en plus de notre situation. Mais c'est clair que moi, il y a eu un effet de surprise, très, très sincèrement. Sur la partie pêcheur, moi je ne veux pas rentrer dans les débats. Ce que je trouve de très intéressant et enrichissant, c'est de regarder, nous à Saint-Nazaire, les pêcheurs là ont eu leur dotation. C'est quand même 1,4 million d'euros qui sont tombés. Moi, je ne discute pas du montant et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce qu'ils en font. Tout ce qu'ils ont prévu comme programme de formation, comme programme de travail pour la transition. Donc ça montre la dynamique qu'il en ressort. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur ce côté dynamique qui se met en route. Donc ça, c'est du côté des pêcheurs. Du côté des industriels, c'est une aventure extraordinaire. Du côté du chantier naval et du côté des sous-traitants de la navale, plus d'autres, parce que c'est, vous savez, des industriels, quand on leur met des challenges comme ça, ils aiment ça. Humainement déjà, c'est beaucoup d'innovation. C'est des métiers très solidaires, c'est compliqué à faire, c'est dangereux, c'est des grands volumes. Allez vous promener sur le port de Saint-Nazaire, on va assembler bientôt il va y avoir le départ pour les éoliennes de Noirmoutier. C'est énorme, c'est immense, c'est vraiment de grands travaux qui se répètent au quotidien.
Donc l'aventure humaine industrielle est passionnante. Elle est Un faite petit mot sur la Turballe, peut-être aussi. On parle Ouais. beaucoup de Saint-Nazaire, mais la Turballe, c'est important. J'allais en parler. Je pense qu'il faut vraiment aller voir la Turballe si vous voulez comprendre ce que c'est qu'un port de maintenance, avec les investissements qui ont eu lieu. Hein. Je crois que c'est 20 millions d'euros pour une nouvelle digue. Il y a un grand centre de maintenance. Ça a changé, quoi. Maintenant, j'emmène les gens, ma famille, quand elle arrive, je les emmène voir le port de la Turballe parce que ça a transformé cette ville. Hein. Alors on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime bien quand il y a de l'activité, quand les gens travaillent, quand les gens font de la voile, quand les gens sont dans les bars et donnent l'impression d'être heureux. Donc c'est toute cette dynamique qui se met en place. C'est des investissements. Dès que vous avez des millions d'euros qui tombent quelque part, ça se traduit par des investissements. Ce que je voulais dire pour les industriels, parce que c'est une question que vous vous posez, là, je l'entends. Moi, je suis de formation industrielle. Vous demandez, mais combien d'emplois, mais combien d'usines, mais combien... Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Je vais vous donner l'exemple des chantiers de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique, ils ont fait une sous-station pour le parc éolien de Saint-Nazaire, mais à côté de ça, ils ont pris le marché de 10 sous-stations dans le monde. Et aujourd'hui, c'est 300 à 400 personnes qui travaillent pour l'éolien au chantier de l'Atlantique, et ils vont monter vers 300, 400, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc les investissements que vous voyez, ce n'est pas simplement pour votre parc. Les études que vous faites, la formation de vos gens, vos investissements dans le numérique, c'est pour le marché. Et donc c'est très difficile de répondre à la question de l'emploi, surtout quand les technologies en plus ne sont pas complètement verrouillées. Moi je finirai sur un mot, ce qui me semble vraiment, ce que je retiens, c'est la dynamique, quoi. C'est vous rentrez dans une dynamique d'innovation. Alors, c'est très... on a 2 écoles d'ingénieurs qui se sont installées. Et elles se sont installées avec des sujets qui tournent autour de l'énergie en mer, avec des filières en développement. On est en train de proposer des choses pour nos jeunes. Ils prendront ou ils ne prendront pas, mais on est dans l'action, on est dans la dynamique, dans l'innovation. On a fait travailler l'école du design, je vous donne un exemple sur les éoliennes. Les jeunes designers de 16 ans, ils nous ont décidé des éoliennes. On parlait d'acceptabilité et pourtant c'est le monde de... Moi ça m'a surpris, c'est le monde des beaux-arts. Ils nous ont mis des laboratoires de production d'algues, ils nous ont mis au pied des éoliennes, ils ont imaginé un monde que personne n'avait imaginé chez les vieux. Hein. Et c'est ça un peu il faut ouvrir les chakras de tout le monde, il faut permettre à tout le monde de s'exprimer. Et c'est ce qui se passe à Saint-Nazaire, c'est-à-dire qu'on sent maintenant une dynamique autour de l'éolien. Maintenant, il y a un projet éole et puis des nouvelles sous-stations et ça a des impacts. Peut-être que maintenant, les futurs mâts de paquebot, parce qu'on est en train de développer du Vélic, ça va se faire à Lorient avec une usine de mâts qui pourra certainement faire des futures pales d'éoliennes. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est si on permet pas à nos jeunes de s'employer, d'imaginer, de concrétiser, on restera entre nous, quoi. Écoutez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai envie de m'arrêter là, quoi. C'est-à-dire que c'est un propos qui engage l'avenir. Mais juste un dernier mot, ça sera compliqué. Et il y a un truc qui est important, soyez solidaires. Soyez solidaires. Moi, ce que je retiens de Saint-Nazaire, pourquoi ça s'est bien passé finalement, les concertations, ainsi de suite, c'est qu'il y a un moment, c'est dans la culture nazérienne. Moi, je ne suis pas de ce pays-là. J'ai découvert ce pays-là. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas pourquoi. Les gens sont solidaires. Il y a un moment, il faut qu'on sorte de la salle avec une solution. Et la solidarité, elle doit se destiner vers notre jeunesse. Moi, j'ai 5 petits-enfants. Ma solidarité, elle est pour l'avenir de ces jeunes. Je peux faire des bêtises, on peut s'engueuler, on peut dire plein de choses, mais c'est pour eux que je travaille. Voilà. Moi, je prends aussi. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas mieux à dire. Donc, merci Patrick d'avoir conclu cette journée. Merci à vous tous d'être restés. Je vous propose de nous retrouver, je ne sais où, dans 1 an ou dans 2 ans, pour refaire le point sur tout ce qui s'est fait, tout ce qui se fera encore, et rien n'est figé. Société civile, professionnels, élus locaux, associations, on peut se retrouver, être solidaires effectivement pour que l'avenir soit le plus serein possible. Merci, bon retour à ceux qui rentrent assez loin.
Merci au Pays Basque de nous avoir rejoints. Je l'ai vu tout à l'heure, il est encore là, donc formidable. À bientôt et rentrez bien.